de France avec nos collègues de Primo, donc la réunion va être enregistrée. Je me présente, donc je suis Florence Sorder, je suis pharmacien au Centre régional en antibiothérapie d'Île-de-France. Je suis accompagnée de Rebecca Bauer, qui est biostatisticienne au CRATB et au CEPIAS Île-de-France. Également des docteurs Seringe et Lériteau qui sont médecins au CEPIAS Île-de-France. Et puis on accueille nos deux experts invités qui sont Sonia Thibault, ingénieure de recherche, et le docteur Olivier Lemenant qui est microbiologiste à la mission nationale Primo. Euh, donc juste très rapidement pour se présenter ou représenter pour ceux qui ne nous connaissent pas. Donc le CEPIAS Île-de-France, c'est le centre d'appui pour la prévention des infections associées aux soins. Donc c'est une structure qui est récente officiellement puisqu'elle date de juillet 2017, mais en fait elle fait suite à la restructuration du Séclin Paris Nord et de l'Arlin Île-de-France, qui sont des structures qui ont presque une trentaine d'années d'existence. Donc c'est une équipe pluridisciplinaire de 17 personnes et des missions qui sont axées autour de la prévention des infections et de l'antibiorésistance, essentiellement en établissements sanitaires et médico-sociaux. Ils sont, on peut dire, ils sont forts de l'expérience du réseau de surveillance nationale RAISIN, que vous connaissez peut-être, qui suivait en particulier les consommations d'antibiotiques et d'écologie au niveau BMR. Et puis donc le CRATB, nous, on est beaucoup plus récent, on a été créé en septembre 2022 en Île-de-France. On est une équipe actuellement de 8 personnes à temps partiel. Et nos missions sont autour du bon usage des antibiotiques et en particulier en soins primaires, puisque c'est là que la consommation antibiotique est la plus forte. Donc, avant de rentrer dans vraiment les données, je voulais juste vous rappeler quelques données d'antibiorésistance dans le monde et en Île-de-France. Donc ça, c'est quelque chose que je pense que vous connaissez tous. Donc effectivement, la résistance aux antimicrobiens, vous savez que c'est classé parmi les 10 priorités de l'OMS. Et donc, un des premiers qui a alerté sur le phénomène, c'était l'économiste O'Neill en 2014, qui prévoyait, donc en termes de modélisation, un nombre de décès par la résistance aux antimicrobiens en 2050, estimé à peu près 10 millions par an. Et vous savez qu'au-delà des décès directement liés à l'infection, effectivement, enfin, il y a plusieurs pans de la médecine qui sont menacés si on est confronté à l'antibiorésistance. Tout ce qui est chirurgie lourde, chimiothérapie, transplantation. Donc c'est vraiment un problème de santé publique. Une autre revue plus récente qui a été publiée dans le Lancet en 2022, qui donnait un peu ces chiffres aussi, à peu près 5 millions de décès en 2019, avec un gradient nord-sud au niveau du fardeau, en fait. Donc les pays du Sud sont plus concernés que les pays d'Europe de l'Ouest et d'Amérique du Nord. Et puis les agents pathogènes en cause, bah, c'est les bactéries qu'on connaît en pathologie courante communautaire. Donc l'Escherichia coli, le Staph aureus, la Klebsielle, le Streptocoque pneumoniae, la Cinetobacter et le Pseudomonas aeruginosa. Ces données ont été confirmées récemment par une autre étude parue dans le Lancet en septembre 24, avec à nouveau, donc, en termes de prévision pour 2050, à peu près 8 millions de décès qui étaient liés à la résistance aux antimicrobiens, dont presque 2 millions directement imputables à la rame. Donc voilà, la tendance est confirmée par des données plus récentes. Alors dans tout ça, quelles sont les actions qui ont été menées en France depuis 25 ans? Donc on a tous en tête le premier plan antibiotique des années 2000, donc c'était les antibiotiques, c'est pas automatique. Pardon. Donc avec cette fameuse campagne dans l'ascenseur de deux personnes et dont un collègue qui dit à son collègue que s'il n'est pas sous antibiotiques, c'est qu'il n'est pas malade. Donc ça nous a tous marqués. Et depuis, vous savez qu'il y a eu d'autres plans, donc un deuxième en 2007, un troisième en 2011. Petit à petit, une association au plan aussi de santé vétérinaire et animale avec les plans éco-antibio. On est maintenant au numéro 3. Et une intégration du concept One Health avec aussi la santé environnementale. Et donc la feuille de route interministérielle 2016-2022 pour la maîtrise de l'antibiorésistance. Alors, quels impacts finalement est-ce qu'il y a eu des impacts de tous ces plans? Donc, en fait, un peu, si on regarde l'évolution de la consommation totale antibiotique. Donc, à gauche, vous avez l'ensemble en France, ville plus hôpital, la consommation depuis les années 2000. Et vous voyez que le premier plan a quand même abouti à une diminution quand même importante de la consommation, donc à peu près 22%. Puis ensuite, plutôt une phase de plateau et une décroissance dans un troisième temps. Si on s'intéresse plus précisément à la ville, donc qui est sur la droite, vous voyez qu'effectivement, on a une tendance à la baisse, mais bon, la pente est quand même pas très très forte.
Et puis on note que l'Île-de-France, qui est donc en rose, est vraiment au-dessus, donc suit cette même tendance. On fait aussi des efforts, mais on est au-dessus du niveau national. Vous dire aussi que la tendance à la baisse est constatée aussi dans les EHPAD. Donc, c'est les EHPAD indépendants, c'est-à-dire les EHPAD qui ne sont pas rattachés à un établissement de santé. Il y a eu vraiment aussi des gros efforts. Et donc là, vous voyez les courbes à la fois donc en consommation, c'est la courbe en orange, donc en DDJ pour 1000 journées d'hébergement, et à la fois en prescription aussi, en bleu, qui ont vraiment donc, voilà, diminué depuis 2015. Un effort a été vraiment fait par les médecins généralistes, qui sont donc les premiers prescripteurs d'antibiotiques. Donc là, c'est la courbe en bleu. Donc effectivement, c'est les deux échelles, hein. Le volume de consommation est beaucoup plus important chez les généralistes. Et donc, vous voyez, la pente est vraiment importante avec le Covid, effectivement, dans les années 2000. Ce qui est un peu moins le cas des dentistes et des médecins spécialistes qui figurent en rose et pointillés, où pour le coup, là, on est plutôt sur une phase de plateau, voire de tendance légère à la hausse. Donc, en fait, voilà, on considère qu'il y a vraiment des actions propres à chaque corps de métier aussi à imaginer, puisque les problématiques sont sûrement pas les mêmes. On a également constaté un effort important sur les classes à épargner, notamment les quinolones. On peut noter que depuis 2013, on a eu, enfin, entre 2013 et 2023, en 10 ans, on a eu une baisse de 50% sur cette classe. Donc, en fait, ça veut dire que les messages, quand même, passent en termes d'épargne de classe vraiment à impact. Donc, c'est quand même des messages positifs à souligner. Bon, cela dit, la France reste quand même très consommatrice d'antibiotiques, hein. Vous le savez, on est, voilà, si on regarde ce graphique de l'ECDC de 2022, on est en position 4, enfin, dans les moins bons élèves en Europe, avec une consommation de 22,6 DDJ pour 1000 habitants par jour. Si on regarde la moyenne européenne, on est à 17,8. Et puis tout en haut, vous avez les Pays-Bas qui sont vraiment les super bons élèves avec 8 DDJ pour 1000 habitants par jour. Et c'est vrai que pour autant, il n'y a pas plus, a priori, de décès par infection dans les pays du Nord et notamment la Hollande. Alors, l'Île-de-France, dans tout ça, elle est encore plus consommatrice que la France, faut bien l'avouer. Donc, on est effectivement quatrième région la plus grosse consommatrice en volume global d'antibiotiques. Et on est la huitième région la plus grosse prescriptrice, pardon, en prescription pour 1000 habitants par an. Donc vous voyez, la carte à droite en vert. Donc on est à 839 prescriptions pour 1000 habitants par an avec une cible attendue dans le plan actuel qui est inférieure à 650 prescriptions pour 1000 habitants par an. Donc en fait, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on est globalement supérieur de 10% à la moyenne nationale en consommation. Alors, on peut noter aussi qu'on a des niveaux de consommation qui sont différents selon les départements. On a une région qui est quand même très grande et donc c'est difficile de regarder toute la région dans une même unité. Il faut pouvoir un peu distinguer voilà, les hétérogénéités. Donc si on regarde tous les antibiotiques en haut, par exemple, alors le détail de couleur, effectivement, enfin, la variation de couleur est importante par rapport aux données, mais c'est quand même important en tendance. On voit que Paris typiquement, consomme plus en consommation totale que, par exemple, les Yvelines ou la Seine-et-Marne. Et puis, ça se retrouve sur différentes classes. Donc là, on vous a sorti les C3G et les fluoroquinolones. Et voilà, on imagine aussi qu'effectivement, des actions peuvent être locales en fonction des données très territoriales, donc départementales. Et puis également au niveau des CPTS. Donc ça, c'est l'échelon encore plus petit. Et on a pris le cas de Paris où on voit que sur ces trois mêmes données, enfin, trois mêmes indicateurs, on a aussi une consommation qui est peut-être un peu plus importante dans certains arrondissements, notamment l'ouest parisien. Donc voilà, encore une fois, des actions peut-être encore plus fines à trouver auprès de ces prescripteurs. Donc la stratégie pardon, actuelle nationale, c'est la stratégie 2022-2025 de prévention des infections et de l'antibiorésistance. Donc c'est une stratégie qui est vraiment basée sur deux piliers que sont la prévention et le contrôle de l'infection, qui passe par la maîtrise de la transmission des micro-organismes et notamment les BMR et les BHR, et puis le bon usage antibiotique qui vise à donc mieux utiliser les antibiotiques et plus globalement les anti-infectieux pour réduire l'émergence des résistances. Et donc sur ces deux piliers, quelques indicateurs pour vous donner un peu enfin, pour vous donner quelques idées. Donc si on regarde l'indicateur qui évalue la consommation de solutions hydroalcooliques, le taux moyen en établissement de santé en 2023 était à 80% de l'objectif national. Et dans les EHPAD,
le nombre médian de frictions, donc tout soignant confondu par résident, il était entre 1 et 2 par jour. Voilà, c'est des données à prendre effectivement. Enfin, c'est un indicateur qui est un peu biaisé, mais cela dit, ça montre quand même qu'il y a un petit peu enfin, des actions d'amélioration à mener. Et puis la vaccination antigrippale, vous le savez, c'est un indicateur qui est pas bon aussi. En établissement de santé, on est à moins de 30% des professionnels de santé vaccinés et en EHPAD, on était à la dernière saison à 22%. Et côté BUA, donc on l'a présenté, la France est le quatrième plus mauvais élève entre guillemets d'Europe. Et puis à noter des publications qui montraient que la moitié des antibiotiques prescrites à peu près étaient inutiles dans les trois secteurs de soins. Donc un petit peu de challenge pour nous, enfin, pour tous ceux qui sont ici. Alors, la stratégie actuelle, elle prévoit donc des indicateurs de résultats, enfin de moyens et de résultats, dans les trois secteurs de soins. Donc, pour ce qui concerne les soins primaires et les EHPAD, des indicateurs sur la résistance et la consommation. Donc, concernant la résistance, en ville, l'objectif, c'est d'être inférieur à 3% de colis résistants au C3G. En EHPAD, c'est 8%. Et puis, les colis résistants au quinolone, on a pour objectif d'être inférieur à 10% des souches en ville et 18% en EHPAD. Et puis un dernier indicateur sur la résistance au carbapénème, qui est en fait maintenant plutôt la résistance par production de carbapénémase, où là, donc, les entérobactériales, enfin, on a pour cible d'avoir moins de 0,5% des souches résistantes, enfin, productrices de carbapénémase en ville et en EHPAD. Et puis vous dire aussi que donc, vous avez vu, la stratégie s'arrête officiellement en 2025. Et donc, il y a actuellement une feuille de route interministérielle qui prolonge en fait ces objectifs jusqu'en 2034, avec encore d'autres indicateurs qui sont développés, notamment des indicateurs de moyens. Et pour arriver un peu au sujet qui nous intéresse aujourd'hui, la surveillance de l'antibiorésistance, elle est confiée en fait par Santé publique France à la mission nationale Primo. Donc en fait, donc ce qu'on appelle les missions nationales, ce sont des missions qui sont chargées de la surveillance et de la prévention. Elles sont portées par des centres régionaux que sont les CEPIAS et auxquels se sont rajoutés récemment les CRATB pour des mandats de 5 ans accordés donc par SPF. Et donc on a deux missions qui s'intéressent à la surveillance de la consommation antibiotique et des résistances bactériennes. D'une part en soins primaires, donc c'est la mission Primo qui nous concerne aujourd'hui, et en hôpital incluant les EHPAD rattachés aux hôpitaux, et ça, c'est la mission SPARES. Et donc, on est aujourd'hui en compagnie d'Olivier et Sonia, qui sont donc dédiés avec Thomas à la surveillance de la résistance au sein de cette mission Primo. Je vais laisser la parole maintenant, du coup, à Olivier, docteur Lemenant, qui va nous parler un peu des modalités pratiques de la surveillance et de la démarche pour les laboratoires. Oui, bonjour à toutes et à tous. Donc, Olivier Lenon, je suis biologiste pour la mission Primo, pardon. Je suis accompagné aujourd'hui de Sonia. Hein. C'est certains, si parmi nous, là, certains participent déjà à la mission, ils connaissent Sonia, ne serait-ce que par mail. Maintenant, ils peuvent mettre un visage sur Sonia. Merci pour cette invitation, en tout cas. Hein. Merci beaucoup. On est toujours ravis pour échanger avec les régions au sujet de la mission Primo et notamment avec le CRATB et le CPS d'Île-de-France. Donc, comment ça se passe en fait en pratique, la surveillance de la résistance? Elle est déjà basée sur une participation volontaire. Hein. Il y a aujourd'hui pas d'incitation à la participation des biologistes. Les biologistes en fait participent sur un mode. On s'adapte en fait à leur possibilité en fait en termes d'extraction. Ce qu'on leur demande, c'est de nous transmettre l'intégralité des antibiogrammes réalisés sur les prélèvements à visée diagnostique qu'ils prennent en charge dans leur laboratoire et ils peuvent participer sur la fréquence hein, qui leur convient. L'idéal pour nous, c'est mensuel. Parce que ça va nous permettre de faire des retours légers, on va dire, alors plus fréquents, mais plus légers vers les biologistes sur ce qu'on a question à leur poser sur les antivirales qu'on a reçus. Certains vont participer sur un mode trimestriel ou sur un mode annuel. Euh, on s'adapte en fait à leur type d'extraction possible. Hein. Ça peut être un Excel, mais ça peut être donc un format proche, le CSV, ça peut être en texte. Bon, il y a que le PDF qu'on n'accepte pas, mais à partir du moment où on peut extraire des données sur le fichier, on s'y adapte. Donc,
Le troisième membre de l'équipe, hein, c'est Thomas, qui est notre data manager, en fait, qui va, en fait, pour chaque laboratoire, créer une macro spécifique. Donc, au départ de l'intégration d'un nouveau laboratoire, il y a quelques échanges entre l'équipe et le biologiste avec lequel on communique pour mettre en forme cette macro et bien définir quelles sont où se situent les informations qu'on recherche, éventuellement également faire des tables de transcodage, hein, pour se mettre d'accord sur les types de prélèvements, sur le nom des antibiotiques qui peuvent changer d'un laboratoire à un autre, pourquoi pas. Donc une fois que le laboratoire fait son extraction, il va pouvoir la déposer sur la plateforme sécurisée, la plateforme MedCalville en fait. On y accède depuis le site de la mission Primio, je vais pas y arriver aujourd'hui, de la mission Primo. Euh, euh, donc pour ce faire, en fait, le biologiste doit, lorsqu'il intègre la mission, se créer un login mot de passe, et il a accès à un, un- enfin, ça lui donne un accès privé en fait au site, d'où il peut également récupérer ou voir ses propres données, les données qui ne concernent que son labo, et c'est le seul à voir les données de son labo. Donc en fait, nous, je vous disais, hein, on s'intéresse euh, aux prélèvements avec ces diagnostics. On s'intéresse pas à toutes les bactéries. Alors, si c'est plus facile pour un biologiste de tout nous transmettre, on prend tout et c'est Thomas, notre data manager, qui fera le tri. Mais les bactéries qu'on cible particulièrement pour la surveillance de l'antibiorésistance en soins de ville et secteur médico-social, c'est le staph doré, c'est Escherichia coli, les Klebsiella et les entérobactères. Donc, on va également demander, en plus de l'antibiogramme, d'avoir quelques infos, notamment l'antibiogramme complet, les phénotypes de résistance, comme les BLSE, les céphalosporinases ou les carbapenémases, également le SARM pour le staph doré, mais pour le staph, c'est plus facile, hein, il suffit de regarder l'oxacilline. Euh, on a également besoin d'informations qui concernent le patient, son âge, son sexe, et puis son mode d'hébergement. Donc, nous, on s'intéresse à la ville et au secteur médico-social, donc grosso modo les EHPAD. Donc, on a besoin de savoir, de distinguer en fait les patients de ville des patients d'EHPAD. On réalise également un dédoublonnage sur les données du laboratoire pour ne compter qu'une fois l'antibiogramme d'un patient pour une bactérie donnée avec un phénotype donné. Euh, sur le calendrier. Alors nous, une fois qu'on reçoit ces données, donc notre data manager, là, Thomas, va faire tourner un premier algorithme qui va faire la standardisation des fichiers. En fait, à partir du fichier qu'on va recevoir du biologiste, on va le mettre en forme pour que, au final, tous les fichiers soient présentés de la même manière. Ensuite, on va faire un contrôle de qualité qui va permettre de s'assurer qu'il n'y a pas d'antibiogramme incohérent ou pour lequel on n'ait pas d'informations sur le type de mécanisme de résistance. Alors, cet algorithme, il est basé sur les règles du CSFM. Et puis, en sortie de cet algorithme, on va obtenir un fichier dans lequel tous les antibiogrammes sont acceptables et peut être poussé vers notre plateforme. Et puis, un fichier où on va avoir quelques antibiogrammes qui vont nous poser question. Et soit je vais réussir à résoudre les problèmes tout seul, soit on va faire un retour vers le biologiste pour lui demander, ben, par exemple, sur un colis résistant au C3G pour lequel il ne nous aurait pas donné de type de phénotype, on lui demandera s'il a fait des examens complémentaires et de quel type de résistance, quelle était la résistance, le mécanisme de résistance au C3G. Une fois qu'on a réglé tous ces problèmes, en fait, on va intégrer ces données sur le site, sur la plateforme MedCalville, donc accessible depuis le site antibiorésistance.fr. Et puis on va faire des rapports. Donc on va produire des rapports régionaux. Alors notamment un rapport régional du premier semestre, mais qui est plus vocation à faire un état des lieux de la participation des laboratoires au premier semestre de l'année. Donc un peu nous rappeler, hein,
de rappeler notre existence aux biologistes qui participent. Et puis ensuite on va geler la base puisque nous sommes une mission qui est pilotée par Santé publique France et le but aussi c'est de faire l'épidémiologie, donc un rapport sur l'épidémiologie de la résistance en France en soins de ville dans le secteur médico-social. Et donc on va figer la base au mois d'avril. Donc fin avril, on va arrêter l'intégration de nouvelles données. Et puis, on va commencer l'exploitation des données. Donc, on arrête en avril, donc pour l'année précédente. Donc là, on va en 2025, en avril 2025, on va arrêter les données produits par les laboratoires en 2024. Ces données sont accessibles sur Géode. Alors, pas toutes, hein. Sur Géode, il y a actuellement deux marqueurs, ce sont les C3G et les fluoroquinolones, la résistance au C3G au fluoroquinolone. Et puis, il y a un premier rapport qui sort, hein, la version light, qui sort en novembre, au moment de la semaine de sensibilisation à l'antibiorésistance, la semaine mondiale de sensibilisation à l'antibiorésistance. Et puis, à partir de là, on va aussi générer des infographies régionales et puis un rapport complet qui est actuellement entre les mains de Santé publique France et qui devrait être diffusé au mois de mars. Alors, sur la suivante, bah voilà le type de document qu'on va produire. Donc, vous voyez à gauche, là, c'est euh, le rapport de novembre, donc qui est accessible sur le site de Santé publique France, également sur le site antibiorésistance.fr. Les rapports régionaux, et puis sur la droite, là, c'est les infographies dont je vous parlais, qui reprennent en fait les indicateurs de la stratégie nationale. Donc là, celui-ci, c'est la dernière infographie que nous avons sortie sur les données de 2023. Et, et ça, ici, c'est une copie du coup une capture d'écran du site de la plateforme Medcalville, hein, sur le site antibioresistance.fr. Et donc, vous pouvez sur cette plateforme aller soit faire des analyses pour sortir des tendances, des courbes, des tableaux, soit aller sur l'onglet cartographie pour générer les cartes de résistance au niveau qui vous intéresse, hein, soit au niveau national, au niveau régional. Actuellement, on va peut-être essayer de pousser un peu plus loin pour à l'avenir sur la granularité des informations restituées. Et voilà, et si vous voulez nous contacter, si vous voulez participer, hein, n'hésitez pas à nous envoyer un petit mail à l'adresse bp-primo@chu-nantes.fr. Voilà, Florent, je te redonne la parole. Merci beaucoup, Olivier. Donc, effectivement, c'était juste cette dernière slide pour vous montrer. Tu parlais de Géode, donc effectivement, donc ça, c'est la plateforme de Santé publique France. Pour vous dire, donc effectivement, ces données sont disponibles également sur Géode, mais donc pas en temps réel. Donc, c'est vraiment plus intéressant de passer par votre site, par la cartographie que vous actualisez dès que vous avez un import consolidé de données. Et sur Géode, je vous ai juste mis les captures d'écran de quoi choisir pour aller sélectionner effectivement les indicateurs, enfin résistance au quinolone et au C3G. On va maintenant passer aux résultats de participation à Primo, donc pour l'Île-de-France, et je laisse la parole à Rebecca. Donc, on a regardé les années de 2019 à 2023 pour regarder quelle était la participation des laboratoires en Île-de-France. Donc, en 2019, on était à 6% et on est monté à 2023 à 37%. Donc, on a une assez forte augmentation sur la participation des laboratoires. Après, on reste un petit peu en dessous de la France, puisque en France, on est à presque 50% des laboratoires qui participent à Primo en 2023. Donc, on va essayer qu'en 2024, on augmente, non, 24, 24, 25, on augmente sensiblement la participation. Parce qu'en fait, plus il y aura de participants, plus les données vont être fiables. Donc ici, on s'est amusé à regarder où étaient les laboratoires, donc les plus gros groupements de laboratoires en Île-de-France en 2023.
Donc, il y en a essentiellement à Paris et en petite couronne, mais ça couvre tout le territoire et c'est très dispersé en Seine-et-Marne. Le plus gros laboratoire étant Cerballiance et Biogroupe. Après, ça reste des laboratoires qui ont moins de 100 labos en groupement. Donc maintenant, on regarde les laboratoires qui n'ont pas participé à Primo, ni en 2022, ni en 2023. Donc c'est aussi dispersé, mais donc je pense qu'on peut aller en chercher, enfin, on peut aller chercher plein de laboratoires pour les inciter à participer à Primo. Et on regarde aussi ceux qui ont participé à 2022 et 2023, ils sont en vert. Ceux qui ont participé que en 2023 sont en bleu foncé et ceux qui ont participé que en 2022 sont en bleu clair. Donc on voit qu'il y en a qui ont participé à l'une des 2 années, mais tout le monde n'a pas participé aux 2 années. Et là, on a regardé le taux de participation donc par département. Donc, à Paris, en 2022, on était à 36% et on est augmenté à 57% des laboratoires parisiens. Et en Essonne, on était à 6% en 2022 et on a augmenté à 15%. En Hauts-de-Seine, on est resté à peu près pareil. Et en Seine-Saint-Denis, il y a aussi une grosse hausse de la participation de 31% à 47% entre 2022 et 2023. Donc, dans ces endroits où il y a eu beaucoup d'implantations, il y a des EMA qui sont implantés et qui ont beaucoup travaillé pour essayer d'aller chercher les laboratoires. Donc, on peut supposer qu'il y a un effet EMA dans ces départements. Mais après, on s'est intéressé à savoir si c'était les mêmes participants en 2022 et 2023, parce qu'il peut y avoir exactement le même nombre de participants, mais ce n'est pas les mêmes. Donc, à Paris, on voit qu'en 2022, il y avait 59 participants et en 2023, 84 participants, mais il y en a 59 qui ont participé à 2022 et 2023. Donc, on peut supposer qu'il y a, enfin, on suppose qu'il y a une forte augmentation du nombre de participants. De même en Essonne et de même en Seine-Saint-Denis. Après, il y a 2 départements où c'est vraiment différent, en Yvelines et dans le Val d'Oise, puisqu'il n'y a que un participant enfin en Yvelines, il n'y a qu'un participant qui a participé à 2022 et 2023, et dans le Val d'Oise, il n'y en a aucun. Donc, on s'est un peu posé la question de pourquoi et quels étaient ces groupes qui ont participé. Oups. Et donc, on peut remarquer que donc, pour le Val d'Oise, en 2022, c'était BioFuture et BioFuture n'a plus participé en 2023, mais c'est Biogroup qui a participé. De même, BioFuture n'a pas du tout participé en 2023. Et puis, c'était Et lequel? Serba, Et Cerba Alliance euh, a augmenté sa participation très fortement puisqu'elle est arrivée en 2023 et elle n'était pas là en 2022, alors que Cervalliance est un des plus gros groupes de laboratoires. et maintenant, on va passer donc aux données de résistance bactérienne en Île-de-France. Et donc, je laisse la parole au docteur Lériteau. Merci. Alors, donc, les données de résistance, on va commencer par la résistance de colis aux céphalosporines de troisième génération. C'est des souches de colis urinaires et des souches de prélèvement à visée diagnostique. En tiret avec la cible, il y a la cible du programme national qui est de rester inférieur à 3%. Et on voit que, en Île-de-France, eh ben, chaque année, on n'est pas inférieur à 3% et qu'il y a une petite tendance à l'augmentation les dernières années. Il y a un relatif faux plat avant, avec peut-être une diminution 2019-2020, sachant que là, on était en pleine période Covid. Je ne sais pas si c'est ça l'explication. En tout cas, on est inférieur à ce qui se passe en national, qui est en bas à droite de l'écran, où on était à 3,8%. Sur la suivante, euh, il y a par département en Île-de-France la résistance toujours de colis aux céphalosporines de troisième génération. Il y a des petites variations selon les départements, en sachant que, il est difficile d'en tirer des conclusions compte tenu des effectifs qui sont forcément au niveau départemental plus faibles qu'au niveau régional, mais il y a une petite hétérogénéité. Sur la suivante,
Il y a la résistance toujours du colis aux céphalosporines de troisième génération, avec cette fois-ci la ville, mais aussi les EHPAD, avec une cible au niveau des EHPAD qui était moins exigeante, mais qui n'est pas atteinte non plus, avec sur la dernière année, ce qu'on voit entre 15,5 et 22,9, une augmentation sensible de la résistance, en sachant que les effectifs sont modestes sur les dernières années et que c'est difficile là aussi d'en tirer des conclusions. La partie droite de l'écran montre toujours une hétérogénéité entre les départements dans le pourcentage qui est là cette fois-ci, non pas de résistance au C3G, mais plus précisément de BLSE. Sur la suivante, on a là les BLSE, donc les résistances au C3G par BLSE, avec une comparaison nationale. Donc vous avez en tiret, tout ce qui est en vert, c'est la région, et tout ce qui est en foncé, c'est le national, avec en tiret les EHPAD et en plein la ville. Et on voit que dans tous les cas, ce qui se passe en région est des niveaux de résistance supérieurs à ce qui se passe en national, avec une tendance, dans le meilleur des cas, au plat, mais plutôt une petite tendance à l'augmentation. Sur la suivante, c'est la résistance de colis, cette fois-ci au fluoroquinolone, avec une cible pour la ville qui est de rester inférieure à 10%, avec une tendance à l'augmentation, un niveau de résistance qui est supérieur à la cible du programme national et qui est supérieur à ce qui se passe en France entière, la France entière étant là aussi, comme la région, supérieure à la cible qui était celle de l'objectif national. Sur la suivante, on a la résistance de colis au fluoroquinolone toujours par département, avec là aussi des hétérogénéités selon les départements, avec là aussi la même réserve que sur ce qui concernait les C3G, euh, en étant prudent sur les effectifs qui permettent pas forcément de dire que ces différences de niveau de résistance par département sont significatives. Sur la suivante, on a l'évolution sur les dernières années de la résistance au fluoroquinolone avec la ville qu'on vient de voir et les EHPAD qui ont un niveau de résistance bien sûr supérieur à ce qui se passe en, en ville, qui est supérieur à la cible qui était de 18% pour les fluoroquinolones, avec une augmentation importante sur les 2 dernières années qu'il faut pondérer par la réserve que j'avais faite sur la participation, mais une augmentation de cette résistance. Sur la suivante, on a la proportion de colis producteurs, cette fois-ci de carbapénémase, toujours les souches urinaires, avec une cible au niveau de la ville qui est de rester inférieure à 0,5%, et aussi bien en ville que pardon, aussi bien en national qu'en Île-de-France, on reste inférieur au niveau national. Mais quand on regarde bien les chiffres, on a au moins depuis 2020 un doublement chaque année quasiment, puisqu'on passe de 8 à 18, puis à 24, puis à 88. euh, et on a donc un doublement quasiment chaque année, une progression donc exponentielle sur le niveau de résistance par carbapénémase dans les urines en ville. Sur la suivante, on a la résistance on passe maintenant à Klebsiella pneumoniae. On n'a pas montré les résistances en EHPAD parce qu'il y a pas assez il y a pas assez d'effectifs pour qu'on puisse en tirer des conclusions. Sur la résistance de Klebsiella en Île-de-France, toujours à un domicile et EHPAD. On a, bon, comme toujours, des niveaux supérieurs en EHPAD à ce qui se passe en ville et au mieux une stabilité, voire une augmentation, avec des chiffres qui sont supérieurs à ce qui se passe au national qu'on voit sur les courbes vertes. Sur la suivante, on a l'évolution de la résistance au quinolone, toujours pour Klebsiella pneumoniae, avec euh, une augmentation en Île-de-France sur les dernières années, en tout cas pas une diminution, et des niveaux de résistance qui sont au mieux comparables à ce qui se passe en national, au pire supérieurs à ce qui se passe en national, avec des chiffres de résistance qui sont pas négligeables, notamment le 29% la dernière année en ville. Sur la suivante, C'est fini.
Hop. Mais on t'écoute si tu as d'autres informations pour ça. Non, 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 non. Pas, je passe la parole maintenant. Super, merci beaucoup. Euh, et du coup, on voulait discuter avec vous de ces résultats et puis avant vous présenter quelques idées d'action qui sont déjà un peu mises en place et puis qu'on peut poursuivre ensemble. Donc effectivement, la première action, vous l'avez compris, hein, c'est d'essayer d'augmenter la participation à Primo pour confirmer ou pas ces tendances qui sont quand même assez inquiétantes et notamment dans les EHPAD, vraiment d'augmenter le nombre de souches analysées. Et donc vous dire que vous avez vous pouvez vous appuyer des équipes multidisciplinaires en antibiothérapie de votre territoire, donc les EMA que Rebecca vous a présenté brièvement tout à l'heure. Donc ce sont des équipes qui sont basées à l'hôpital et qui ont pour projet aussi de s'étendre à la ville et d'aller travailler avec tous les partenaires locaux que sont donc les médecins généralistes, les différents prescripteurs spécialistes, les dentistes, les sages-femmes, les pharmaciens. Donc, on vous a mis la carte en fait des EMA qui sont en Île-de-France référencés à ce jour. Et vous dire par exemple qu'effectivement, les EMA de Saint-Denis-Gonesse et de Bichat-Beaujon ont déjà commencé à travailler avec leur laboratoire. Et en fait, en exemple un peu d'action concrète, ils sont allés se présenter, etc. Et puis, du coup, ils agrafaient aussi leurs coordonnées au niveau des antibiogrammes qui étaient rendus aux prescripteurs, de manière, en fait, à dire enfin, qu'ils étaient joignables pour discuter de cas particuliers de patients sur des prises en charge voilà, précises. Et puis ensuite, du coup, une fois que le lien est pris, ça permet de réfléchir à des actions un peu plus stratégiques au niveau local. Et donc, effectivement, tout ça, le fait d'avoir des données un peu plus consolidées, ça permettra en tout cas d'évaluer les actions. Donc, bien sûr, à l'échelle nationale, mais on pense aussi surtout à l'échelle régionale, départementale et territoriale. Donc, c'est vraiment important voilà, d'augmenter cette participation. Euh, Ça, c'est pour finir quand même par une touche quand même positive pour vous dire que voilà, les programmes de bon usage antibiotique, ça marche. Et donc, en particulier à l'échelle locale, et c'est vraiment l'intérêt de construire enfin, voilà, des collaborations entre vous au niveau notamment des CPTS. C'est un exemple donc, de programme de bon usage qui a été fait dans plusieurs EHPAD en Andalousie entre 2018 et 2020 et qui a abouti à une baisse de la consommation globale et de la consommation des fluoroquinolones et de l'amoxicilline acide clavulanique, ainsi qu'à une baisse de la prévalence du portage des BMR de 24% à 17,4%. Alors après, ce qui est compliqué, c'est de maintenir cette baisse, ou en tout cas de ne pas remonter, de rester stable dans le temps. Donc ça, c'est encore autre chose. Mais en tout cas, voilà, des actions précises et à une échelle locale peuvent vraiment conduire à des résultats visibles. Donc c'est encourageant. Vous dire aussi qu'on essaye de travailler sur des outils à disposition des patients et que vous, au niveau des laboratoires, vous pouvez communiquer à vos patients. Donc là, c'est l'exemple d'une autre région qui est Auvergne-Rhône-Alpes, où le CPIAS et le CRATB ont produit donc cette fiche de modalité de prélèvement d'un ECBU que vous pouvez donc retrouver en libre accès sur le lien qui s'affiche. Par exemple, pour donner les messages clés d'attendre 4 heures avant la mission ou de prélever un deuxième jet. Voilà, ça peut être aussi des outils un peu qui peuvent vous aider dans votre pratique. Et on est preneur si vous avez d'autres besoins. N'hésitez pas à nous les faire remonter pour qu'on puisse proposer des choses avec vous. Et on a donc un autre gros axe de travail avec les laboratoires de biologie médicale au niveau du réseau des CRATB, c'est les antibiogrammes ciblés. Donc, vous savez que ça concerne, selon la HAS actuellement, uniquement les infections urinaires à entérobactéries chez les femmes de plus de 12 ans. Et donc, on est en train de construire au niveau du réseau national des CRATB une sorte de kit d'implémentation pour aider en fait les laboratoires à paramétrer au mieux enfin, le rendu de l'antibiogramme ciblé et aussi pour accompagner le patient et le prescripteur dans cette démarche en proposant donc une fiche d'information assez simple, mais avec les messages un peu essentiels, et aussi de proposer des indicateurs qui permettent un peu d'évaluer l'efficacité, enfin le déploiement et l'efficacité des actions. Voilà, on va revenir vers vous très bientôt, normalement, enfin ça avance et on pourra bientôt produire quelque chose pour vous. Je vous ai remis aussi donc, nos sites internet, d'une part de Primo. Donc Primo, en fait, effectivement, au-delà de la surveillance, il y a des actions vraiment de prévention, donc de la résistance aux antibiotiques et des infections associées aux soins. Et là, c'est l'exemple sur la droite donc d'un flyer qui est à destination, encore une fois, des patients
qui sont porteurs de BMR. Alors des BHR, c'est peut-être plus rare en ville, mais sachez que vous pouvez leur donner ce flyer, ça leur explique un peu avec des mots assez simples ce que c'est finalement enfin, la bactérie dont ils sont porteurs, puisqu'ils sont en général pas forcément infectés. Enfin, enfin, dans les urines, on a dit, on a vu que oui, mais quand même. Ça leur permet aussi de savoir les messages simples en termes d'hygiène qu'ils doivent respecter au domicile et pour leurs proches. Le site internet du REPIA, donc, qui est le réseau porté par Santé publique France sur la prévention des infections et l'antibiorésistance. Et puis nos deux sites internet du CTS et du CRATB, avec notamment aussi, on a une boîte à outils au CRATB. Où vous pouvez retrouver différents liens utiles pour des actions, des idées d'action de bon usage. Voilà, donc on vous remercie tous. Merci à tous les laboratoires participants au réseau et bienvenue aux prochains à venir. On a besoin de vous et on est disponible pour répondre à vos Pourquoi ça questions. marche pas?